J'ai surpris ma fiancée en train de dire qu'elle voulait essayer avec un homme plus grand. Un jour, elle m'a même traité de pervers pour avoir écouté aux portes. J'ai annulé le mariage. Maintenant, une semaine plus tard, elle me supplie de revenir en accusant ses amis de l'avoir manipulée. Mais pour moi, c'est définitivement terminé. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant un moment. Je ne sais pas trop pourquoi je décide de la raconter maintenant, mais bon, peu importe. Peut-être que ça aidera quelqu'un. Peut-être que j'ai juste besoin de vider mon sac. Attention, ça va être long. Laissez-moi vous ramener à la dernière année de lycée. Moi, 27 ans, j'étais un gars complètement ordinaire. Pas populaire, pas loser, juste dans cette zone intermédiaire où la plupart d'entre nous se trouvent. Je n'avais pas prévu d'aller au bal de promo. Franchement, à quoi bon? Rester planté là à me sentir mal à l'aise pendant que les « cool » s'amusent? Non merci. Mais mon pote Mike n'a pas arrêté d'insister. Mec, c'est notre dernier souvenir de lycée, tu dois venir. J'ai fini par céder et j'ai emprunté le vieux costume de mon père, une taille trop grand à certains endroits et trop petit à d'autres. J'avais l'air d'un vrai clown, mais peu importe. Je me retrouve donc adossé au mur du bal, à faire semblant d'envoyer des textos sur l'appli calculatrice, quand soudain, sans prévenir, Jennifer vient me parler. Et pas n'importe quelle Jennifer, la Jennifer. Intelligente comme pas possible, canon comme pas possible. À la fois la fille super jolie et la fille super brillante, un combo qui, normalement, n'existe que dans les films. Je me retrouve donc adossé au mur du bal, à faire semblant d'envoyer des textos sur l'appli calculatrice, quand soudain, sans prévenir, Jennifer vient me parler. Et pas n'importe quelle Jennifer, la Jennifer. Intelligente comme pas possible, canon comme pas possible. À la fois la fille super jolie et la fille super brillante, un combo qui, normalement, n'existe que dans les films. Tu veux danser? Qu'elle me demande, et j'ai failli recracher mon punch, probablement trafiqué. Sérieusement? Les filles comme elles ne parlent pas aux gars comme moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche au lycée. Et au lieu de répondre un truc cool, moi, l'idiot, je sors, je ne danse pas vraiment. Elle sourit et me dit, parfait, moi non plus. On n'a qu'à ne pas danser ensemble. À ce moment-là, un truc a cliqué. On a passé toute la soirée dans un coin à parler de tout et de rien. Les films de zombies, on adorait tous les deux les vieux Romero, comment on détestait secrètement les balles mais qu'on était quand même venus, et comment on avait tous les deux été acceptés à l'université d'État, mais qu'on flippait un peu d'y aller. Vers minuit, on a décidé que le bal craignait et on s'est tiré. On est allé dans un resto ouvert 24h24 avec ma vieille Civic cabossée, et on a parlé jusqu'au lever du soleil. Je n'avais jamais autant accroché avec quelqu'un. On est sortis ensemble tout l'été, puis on est allé à l'université d'État tous les deux. On a pris un appart en colocation avec d'autres étudiants en 3e année. Je l'ai vu réussir haut la main son macat et être accepté en école de médecine. De mon côté, j'ai commencé à bosser dans une entreprise tech après la fac. La vie avançait. On avançait ensemble, comme si ça avait toujours dû être comme ça. Arrivé à nos 26, 27 ans, ça faisait presque 10 ans qu'on était ensemble. Fou, non? Quand les gens me demandaient, tu ne te demandes pas ce qu'il y a d'autre dehors, je haussais les épaules. Pourquoi je me poserais la question? J'avais eu de la chance du premier coup. Du moins, c'est ce que je croyais. L'année dernière, j'ai économisé pendant 6 mois pour acheter une bague qu'elle avait repérée des années auparavant, alors qu'on passait devant une vitrine au centre commercial. On ne regardait même pas les bagues à l'époque, elle avait juste dit « celle-là est jolie ». Je m'en suis souvenu. C'est le genre de fiancé que j'étais, celui qui se rappelle de ce genre de détails. Quand je l'ai demandé en mariage, elle a pleuré tellement fort qu'elle n'a pas pu dire « oui » pendant 5 minutes, juste hocher la tête en sanglotant. On a fixé la date pour juin 2025. Tout était parfait. Avançons jusqu'au mois dernier. Ses copines de fac de médecine viennent pour leur soirée mensuelle. Ces filles sont, comment dire, assez bourgeoises. Elles sortent toutes avec de grands avocats ou financiers. Je ne les ai jamais trop aimées, mais ce sont ses amis, alors je fais avec. J'étais dehors en train de préparer une surprise pour après leur départ, guirlandes lumineuses partout, ouais, je sais, super kitsch, sa bouteille de vin préférée, la playlist prête. Tout le package. Parce que je suis un fiancé attentionné. Le romantique à la française avec mes foutues guirlandes et mon vin. Je rentre par la porte latérale pour prendre une rallonge supplémentaire quand j'entends leurs éclats de rire dans le salon. Je n'essayais pas d'écouter, mais j'entends clairement la voix de Jennifer, j'aimerais juste savoir ce que ça fait de coucher avec un mec plus grand, tu vois, juste une fois. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Ma Jennifer? Parler de coucher avec un autre mec? Après 10 ans ensemble, juste pour une histoire de taille? Et honnêtement, pendant une seconde, je me suis senti complexé par ma taille, un truc auquel je n'avais jamais pensé avant. Puis je me suis rappelé. N'est-ce pas cette même fille qui m'avait répété 100 fois qu'elle m'aimait exactement comme j'étais? Celle qui disait qu'on s'emboîtait parfaitement quand on se serrait dans les bras? Je croyais qu'elle m'aimait, pas qu'elle aimait une mesure physique arbitraire. Et là, une de ses amies, sûrement Mélissa, que j'ai toujours trouvée fausse, dit « Chérie, t'as eu qu'un seul mec. Il est moyen, faut que tu testes un grand avant de te caser. »
Pour contexte, je mesure 1,73 m, Jen fait 1,63 m. Elles se mettent toutes à ricaner comme dans un sabbat de sorcières. Et Jennifer enchaîne, c'est vrai, je suis juste curieuse. Mais je ne veux pas parler de sa taille devant Phil. Phil, c'est moi. Le mec qu'il a aimé pendant 10 ans, qui s'est ruiné pour sa bague de rêve. Le mec qui, à cet instant précis, installait des guirlandes pour un rendez-vous surprise. Le mec qui n'a jamais dit, même en rigolant avec ses potes ou en étant bourré, qu'il voudrait essayer avec une fille plus sexy, avec plus gros seins, ou plus mince. Parce que je la respectais, elle est notre relation. Je suis resté figé. Mon premier réflexe a été de rentrer dans la pièce pour la confronter, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être le choc. Peut-être une envie de voir jusqu'où ça irait. Alors je suis reparti en silence, je suis allé m'asseoir dans ma voiture au garage et je suis resté là à fixer le vide. Tout ce que je croyais savoir sur nous semblait faux. Au lieu de la confronter immédiatement, j'ai décidé d'attendre, d'observer, de voir ce qu'elle faisait vraiment. Et c'est là que la vraie merde a commencé. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je n'avais jamais été jaloux, jamais fouillé dans le téléphone d'une fille, jamais eu ce genre de comportement toxique. Mais là, je regardais ses textos quand elle était sous la douche, je suivais sa localisation via notre appli partagée, je remarquais qu'elle faisait soudain des heures sup à l'hôpital alors que ce n'était pas son habitude. Oui, je sais. Je décris le comportement d'un petit ami parano. Et je me sentais nul en le faisant. Mais devinez quoi? J'avais raison. Ses messages avec Melissa, sa meilleure amie, celle qui avait suggéré de tester un grand, étaient remplis de captures d'écran du compte Instagram d'un joueur de basket local. Le mec entraîne des équipes de jeunes et fait du bénévolat à l'hôpital où elle travaille. Il a l'air sympa en plus, ce qui rendait la chose encore pire. Dans ses textos, Jennifer écrivait « Il est trop canon » et « Je lui ai envoyé un message pour participer au match caritatif de l'hôpital la semaine prochaine. » Ah oui? On appelle ça du bénévolat maintenant? Quelle noblesse, chérie. Le pire, c'était de l'avoir supprimé des messages avant de poser son téléphone, changer ses mots de passe, passer plus de temps à se préparer pour des événements, pro, qui n'étaient pas dans son agenda, et ressortir le push-up et les talons que je lui avais offerts pour son anniversaire. Parce que rien ne dit, événement professionnel, comme un nouveau soutien-gorge pigeonnant et des escarpins. Classe. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas simplement mettre fin à tout ça tout de suite? Les preuves sont assez claires, non. Mais une partie stupide de moi voulait encore croire qu'il y avait une explication, que peut-être je réagissais de façon excessive. Que mon amour de lycée, la fille que j'aimais depuis 10 ans, ne chercherait pas réellement à me tromper. Puis est venue la nuit qui a tout changé. Elle me dit qu'elle a un service de nuit à l'hôpital, m'embrasse pour me dire au revoir comme d'habitude, me dit « je t'aime » et tout. Je suis assis sur le canapé, en train de mourir à l'intérieur, me demandant si je ne suis pas juste parano. Mais 20 minutes après son départ, notre caméra de sonnette, qui envoie des alertes sur nos 2 téléphones, la montre en train de monter dans la voiture de Melissa, portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Pas une blouse d'hôpital. Une putain de robe. À 20h, pour un prétendu service de nuit. C'est là que j'ai craqué, je suis monté dans ma voiture et je les ai suivis. Oui. Je les ai vraiment suivis, comme dans un mauvais film de détective. Jugez-moi si vous voulez. Je me suis déjà jugé assez moi-même. Elles vont dans un bar chic du centre-ville qui, d'après Instagram, oui, j'ai vérifié, attaquez-moi en justice si ça vous chante, et le QG du fameux coach de basket le jeudi soir. Quelle coïncidence. Je suis resté dans ma voiture, garé de l'autre côté de la rue, pendant presque 1 heure, à surveiller l'entrée du bar comme un stalker. J'ai vu Melissa sortir avec un type, pas le coach. Jennifer est restée à l'intérieur. Une partie de moi voulait entrer, la confronter, faire un scandale. Mais à quoi bon? Je suis juste rentré chez moi, j'ai pris quelques affaires et je suis allé chez mon frère. Je lui ai dit que j'avais besoin de dormir là pour la nuit, sans expliquer pourquoi. Je n'arrivais même pas à prononcer les mots. Cette nuit-là a probablement été la pire de ma vie. Je continuais à vérifier sa localisation, qu'il a montré au bar jusqu'à 1h du matin, puis, ce que je suppose être l'appartement du coach, et enfin à l'hôpital vers 6h. Elle m'a envoyé un SMS vers 7h, sale nuit de garde. Hâte de rentrer et de me blottir contre toi. Je suis resté à fixer ce texto pendant 20 minutes. L'audace. L'audace absolue. Je suis retourné chez nous avant qu'elle ne rentre. J'avais besoin de voir sa tête en entrant. Besoin de savoir si j'avais gaspillé 10 ans de ma vie avec quelqu'un qui pouvait me mentir aussi facilement. Vers 9h, elle franchit la porte, toujours avec la robe de la veille, un sac de l'hôpital à la main, les cheveux en bataille, le maquillage coulé, l'air épuisé. En me voyant assis à la table de la cuisine, elle s'est figée une seconde, puis s'est vite reprise. « Salut, chérie. Je ne pensais pas que tu serais déjà levé, dit-elle, comme si de rien n'était. Alors, comment s'est passée ta garde, ai-je demandé, d'un ton très calme. Elle s'est lancée dans une histoire sur un accident de voiture et sur à quel point les urgences avaient été folles toute la nuit. Plein de détails, comme si elle l'avait répété à l'avance. Je l'ai laissé parler 1 minute, puis je l'ai coupé, c'est bizarre,
Parce que j'ai appelé l'hôpital, et ils m'ont dit que tu n'étais pas prévu au planning hier soir. Son visage a fait ce truc où il s'effondre puis essaie de se ressaisir, mais n'y arrive pas. Ça aurait presque été drôle si ça ne m'avait pas brisé le cœur. Je peux t'expliquer. Pas besoin, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table, avec la vidéo de la sonnette déjà ouverte. Tu es allé voir ce coach de basket, celui dont tu parles avec Mélissa, celui dont tu stockes l'Instagram. Son visage est passé de coupable à complètement choqué en une demi-seconde. Bouche ouverte, yeux écarquillés. On pouvait littéralement voir son cerveau buguer, essayant de comprendre comment je savais tout ça. Attends, quoi? Comment? Elle a attrapé mon téléphone, fixant la vidéo comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Puis elle a levé brusquement la tête, regardant autour de l'appart comme pour chercher des caméras cachées. Tu m'espionnes, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Tu veux dire, comme vérifier ton téléphone pendant que tu es sous la douche, fouiller dans tes textos, te suivre dans les bars? Ouais. Je l'ai fait. J'en suis pas fier. Mais apparemment, mon instinct avait raison. La couleur a complètement quitté son visage. Et là, les grandes eaux ont commencé. Comme si on avait ouvert un robinet à fond. Il ne s'est rien passé. Je te jure sur Dieu. Je voulais juste voir ce que ça ferait. Sanglotait-elle, le mascara déjà coulant sur ses joues. Être avec quelqu'un de plus grand, ai-je demandé. Parce que je peux me mettre sur une caisse si c'est tout ce qu'il faut pour sauver notre couple. Je n'essayais même pas d'être drôle. J'étais juste tellement blessé et en colère que c'est sorti avec un sarcasme amer. Ses yeux se sont agrandis. Tu as entendu ça? Cette nuit-là avec mes amis? Ce n'était pas sérieux. Assez sérieux pour faire de faux plans, me mentir en face, et aller le voir en portant notre bague de fiançailles. Mais oui, juste un bavardage de filles, bien sûr. Puis les excuses ont commencé à fuser, c'est la nature humaine d'être curieux. Tout le monde se demande. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. On n'a été qu'avec l'un et l'autre. Tu ne t'es jamais demandé, toi? Je n'allais rien faire. Je voulais juste lui parler. Chaque excuse était comme un coup de couteau. Parce que même si c'était vrai, même si rien de physique n'était arrivé, elle avait fait tant d'efforts pour rencontrer ce gars, multiples mensonges, faux prétextes, manque de respect, nouvelle robe, tout ça avec la bague que j'avais mis des mois à lui offrir. Quand je ne répondais pas, elle est passée aux supplications, promesse de ne plus jamais lui parler, moment de faiblesse, serment qu'il ne s'était rien passé. Et vous savez quoi? Je la crois sur ce dernier point. Pas parce que je lui fais confiance, mais parce que, de ce que j'ai vu, le coach n'avait pas l'air intéressé par elle. C'est elle qui le poursuivait, pas l'inverse. Et c'est presque pire. Ma fiancée ne voulait pas me tromper par amour pour un autre, mais juste pour essayer un modèle plus grand, avant de se contenter de moi. Je l'ai regardé et j'ai dit, le mariage est annulé, au moins jusqu'à ce que je sache ce que je veux faire. Son visage est devenu livide. Annulé? Comme reporté, annulé. Je ne sais pas si ça veut dire reporté ou fini pour de bon. J'ai besoin de réfléchir à si je veux vraiment épouser quelqu'un capable de faire ça. Elle s'est effondrée par terre en pleurs, hystérique, me suppliant de ne pas partir, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. On peut aller en thérapie. Je couperai les ponts avec Mélissa. Je ne parlerai plus jamais à ses amis. C'était stupide. J'étais stupide. Je suis juste passé à côté d'elle, j'ai fait ma valise, et je suis retourné chez mon frère. J'ai bloqué son numéro, désactivé le partage de ma localisation. Et voilà où j'en suis. 10 ans ensemble, 3 mois avant le mariage, et je dors sur le canapé de mon frère en essayant de voir si ça peut se sauver ou si c'est fini. Tout ça parce que ma fiancée d'1,63 m voulait voir ce que ça faisait de coucher avec quelqu'un de plus grand que 1,73 m. Quel monde. Maintenant je suis chez mon frère, à essayer de comprendre quoi faire. Vous pensez que j'exagère? Mise à jour 1. D'abord, merci pour tous les commentaires et messages. Je ne m'attendais pas à ce que ça explose autant. Certains m'appellent un paillasson pour ne pas l'avoir confronté immédiatement. D'autres disent que je suis un goat pour la façon dont j'ai géré. La vérité, c'est que je ne me sens ni l'un ni l'autre. Juste un gars dont la vie a été retournée. Bref, pour reprendre, je suis donc chez mon frère maintenant. Pour ceux qui demandent, oui, il connaît toute l'histoire. C'est le premier à qui j'ai tout raconté, et il était furieux. Il voulait appeler Jennifer pour lui passer un savon. J'ai dû le calmer. Les 3 premiers jours chez lui sont passés comme dans un brouillard. Jennifer me bombardait de messages, plus de 30 appels et probablement une centaine de textos. Je n'ai pas lu tous ces messages, mais je les regardais de temps en temps pour vérifier qu'il n'y avait rien d'important à savoir, comme des infos sur l'appartement ou autre. C'était un mélange de « s'il te plaît, appelle-moi, il faut qu'on parle », de « il ne s'est rien passé, je te jure », de « tu réagis de façon excessive », puis de « très bien, reste comme ça ». Les étapes classiques quand on s'est fait prendre, j'imagine. Pendant ce temps-là, j'essayais juste de comprendre quoi faire. Annuler la salle? Prévenir nos familles? Déménager? C'est faux comme une rupture à 27 ans est bien plus compliquée qu'à 18 ans. On avait toute une vie construite ensemble. Donc je n'ai officiellement rien annulé. J'ai juste dit à la salle qu'on pourrait devoir reporter, en parlant d'une urgence familiale.
Je n'ai même pas encore raconté toute l'histoire à mes parents. Mais le 5e jour, les choses sont devenues vraiment bizarres. J'étais au travail. Oui. J'ai dû continuer à aller bosser malgré tout ça. Quand Jennifer a appelé, j'ignorais ses coups de fil depuis des jours. Mais cette fois, elle m'appelle, genre, 12 fois d'affilée, et je commence à me dire qu'il y a peut-être un vrai problème. Alors je finis par décrocher. Grosse erreur. Dès que je dis « Allô », elle commence à hurler. Pas à pleurer cette fois, mais à hurler de rage. Tu es tellement insécure. Je suis contente d'avoir vu à quel point tu es pathétique avant de t'épouser. Mes collègues ont sûrement entendu à travers le téléphone. J'ai dû sortir en vitesse. Elle continue, tu crois m'avoir surprise en train de te tromper? Je n'ai même rien fait. Tu balances 10 ans de relation parce que tu es trop complexé par ta taille. Je suis là, debout sur le parking, le téléphone à 30 cm de mon oreille tellement elle crie, complètement sous le choc. Ce n'était pas la Jennifer que je connaissais ou croyais connaître. Puis vient le coup de massue, très bien. Si tu as besoin de réfléchir, alors j'annule le mariage. Je vais dire à tout le monde que le problème vient de toi, que tu étais contrôlant et que tu m'espionnais comme un pervers. Tu crois que tu peux me mettre en attente pendant que tu décides si je suis assez bien pour toi? Va te faire foutre. Quand j'ai enfin pu placer un mot, je me suis contenté de dire « d'accord ». Fini. Et j'ai raccroché. Ensuite, je l'ai bloqué, partout sur les réseaux, et j'ai éteint mon téléphone pour le reste de la journée. Le soir, en rentrant chez mon frère, je rallume le téléphone, inondé de textos et d'appels d'amis communs. Apparemment, Jennifer avait passé la journée à raconter sa version, que j'étais contrôlant, que j'avais pété un câble pour rien, que j'étais toujours jaloux de ses amis masculins. Mon frère me regarde et dit, elle part en mode terre brûlée. Ce soir-là, on a fait un plan, j'irai à l'appartement pendant qu'elle est au travail, je prendrai mes affaires essentielles et je chercherai un nouveau logement dès que possible. Mon frère m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. J'ai appelé quelques potes pour m'aider à déménager plus vite. Le lendemain, j'ai fait exactement ça, j'ai récupéré mes documents importants, mes vêtements, mon matos, quelques affaires sentimentales. J'ai laissé les meubles, la plupart achetés ensemble de toute façon. Pendant qu'on chargeait ma voiture, sa mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit que je devais au moins quelques explications à ses parents puisqu'ils avaient déjà payé la moitié de la salle. Encore une erreur. Sa mère commence par « Jennifer nous a dit ce qui s'est passé ». Oula. Puis elle enchaîne avec tout un discours sur le fait que je dramatise, que tous les couples ont des doutes avant le mariage, que je gâche une belle relation pour une petite remarque sans importance. Je me suis contenté d'écouter, de la remercier d'avoir appelé et de lui dire que ma décision était prise. Pas l'énergie pour me justifier ou tout expliquer. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture, à fixer notre immeuble. 10 ans de ma vie dans cet endroit. Des souvenirs dans chaque recoin. Et maintenant, je ne peux même plus le regarder sans avoir la nausée. Les jours suivants ont été un mélange flou de recherche d'appartements, d'annulations liées au mariage et d'appels ignorés d'amis communs. Certains ont pris son parti immédiatement, croyant à son histoire. D'autres ont cherché à connaître ma version. Quelques-uns sont restés complètement en dehors. Puis un jour, un samedi, je m'en souviens bien, j'aidais mon frère à nettoyer ses gouttières, activité palpitante quand ta vie part en vrille, j'ai reçu un texto du copain de Melissa, la meilleure amie de Jennifer, Kyle. Kyle et moi, on n'était pas proches. C'est le genre de mec en finance qui parle trop de crypto. Mais son message était simple, « Salut, mec. Faut que je te dise un truc sur cette nuit au bar. » Il a proposé qu'on se voie pour un café. On s'est retrouvés dans un café près de chez mon frère. Dès que je me suis assis, il est allé droit au but. Écoute. Je te dis ça parce que si j'étais à ta place, j'aimerais le savoir. Et aussi parce que, honnêtement, ce que Jennifer et Melissa ont fait, c'est dégueulasse. Il se trouve que Kyle est ami avec le fameux basketteur. Son vrai nom est Derek, et il entraîne l'équipe du petit frère de Kyle. Le monde est petit, non? Kyle m'explique que la soirée au bar était prévue de longue date. Pas juste Jennifer qui voulait voir s'il serait là, mais tout un plan, Melissa devait présenter Jennifer à Derek, le vendre comme une « docteur sexy », et le faire croire qu'elle était célibataire et intéressée. Ce n'était pas une coïncidence. Melissa avait même écrit à Derek plus tôt dans la semaine pour dire qu'elle avait une copine mignonne à lui présenter. Mais voilà, Derek s'est à peine intéressé à Jennifer. Kyle se marre en me racontant, le mec était entouré de filles grandes, genre mannequins, qui lui tournaient autour. Il a parlé à Jennifer 2 minutes avant qu'une pom-pom girl des Lakers arrive, et il l'a complètement oublié. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti un mélange d'émotions, encore blessé et en colère, mais aussi un petit sentiment de satisfaction en voyant que son plan avait lamentablement échoué. Derek ne se souvenait même plus d'elle jusqu'à ce que Kyle mentionne, la petite docteure, plus tard. Là, Derek a juste dit, ah oui. Sympa, mais pas mon type. J'ai demandé à Kyle pourquoi il me racontait ça. Il a haussé les épaules, j'aime pas les gens qui trompent. Et bon, je sais que Melissa peut être chiante, mais là, elle est allée trop loin. Il m'a même dit qu'il réfléchissait à quitter Melissa. On a fini par dîner ensemble et parler de tout et de rien, et j'ai réalisé qu'il n'était pas si mauvais que je le pensais. Toujours un crypto bro,
mais avec un minimum de principe. Ce soir-là, je suis rentré chez mon frère en me sentant étrangement mieux. Au moins, maintenant, je connaissais toute l'histoire. Ma fiancée n'avait pas juste fait une erreur ou eu un moment de faiblesse. Elle avait planifié de tenter sa chance avec ce mec avant notre mariage, et elle avait échoué. J'étais encore en train de réfléchir à ce que j'allais faire de ces infos quand, vers 23 heures, on frappe violemment à la porte de mon frère. Pas juste frapper, cogner comme si on voulait la défoncer. Mon frère regarde par le Judas, puis me lance avec de grands yeux, c'est Jennifer. Mon frère vit à une demi-heure de notre ancien appart. Elle avait donc fait l'exprès de me traquer pour savoir où je crêchais. Niveau détermination, on frôle le harcèlement. Les coups continuent, et maintenant elle hurle mon prénom à travers la porte. Mon frère me demande, tu veux que je lui dise d'aller se faire voir? Mais j'ai décidé de gérer ça moi-même. Une dernière confrontation. J'ouvre la porte et, putain. Elle est dans un état lamentable. Le visage gonflé d'avoir pleuré, les cheveux en bataille comme si elle venait de se lever. Elle me bouscule pour entrer avant même que je puisse réagir. S'il te plaît, écoute-moi, commence-t-elle, la voix tremblante. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je ne lui ai même pas parlé plus de 2 minutes. Il se fichait complètement de moi. J'ai réalisé à quel point j'étais stupide. Tu es le seul que je veux. S'il te plaît, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Mon frère jette un coup d'œil à ce spectacle et s'éclipse discrètement dans sa chambre. Un homme avisé. Jennifer est littéralement à genoux maintenant, agrippant mes bras, en sanglots. C'est comme regarder quelqu'un s'effondrer complètement. Je ferai n'importe quoi. Thérapie, couper les ponts avec toutes mes amies, déménager dans une autre ville, tout ce que tu veux. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai été stupide d'annuler le mariage. J'étais juste en colère et blessé que tu ne me crois pas. S'il te plaît, on peut encore arranger ça. On peut appeler la salle et dire que c'était une erreur. Je la regarde, ce petit tas pathétique de larmes sur le sol de l'appartement de mon frère, et je ne ressens absolument rien. Rien du tout. La Jennifer que j'aimais? En réalité, c'était juste un personnage que j'avais inventé dans ma tête. La personne en face de moi n'est qu'un figurant qui s'est convaincu d'être l'héroïne de notre histoire. Voilà le deal, Jen. Tu as jeté 10 ans à la poubelle parce que tu voulais essayer un modèle plus grand avant de te contenter de la version économique. Et cette version économique, c'est moi, avec mon mètre 73. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est le genre de stupidité qu'on devrait étudier en laboratoire. Mais je n'ai même rien fait, sanglote-t-elle, comme si c'était le billet d'or pour se racheter. Ouais, et seulement parce que monsieur 1m90 ne voulait même pas de toi. Apparemment, tes critères de taille ne fonctionnent que dans un sens. Boum. Frappe nucléaire. Elle recule physiquement, comme si j'avais soudainement grandi de 15 cm pour la regarder de haut avec dégoût. Comment peux-tu savoir ça? Kyle m'a tout raconté, ma petite. Tout le plan pathétique que toi et Melissa avez monté. Comment Derek le basketteur ne se souvenait même pas de t'avoir parlé? Apparemment, être un M63 te rend vite oubliable quand tu essaies de draguer des mecs qui peuvent littéralement voir au-dessus de ta tête. Son visage passe de la supplication désespérée à la honte absolue, plus vite qu'elle ne pourrait dire, critère de taille. Et d'un coup, les larmes s'assèchent, remplacées par la colère. Kyle ment. Il ne s'est rien passé. Oh, je crois volontiers qu'il ne s'est rien passé, mais pas grâce à ta boussole morale, ma chère. Il ne s'est rien passé parce que Derek n'était pas intéressé par ton format mini. Et ça, c'est encore pire, Jen. Silence. Juste le son de sa dignité qui se ratatine comme si on l'avait mise au sèche-linge à température maximale. J'étais perdu. Tente-t-elle à nouveau, la voix montant d'un ton. Mes amis me poussaient. J'ai fait une erreur. J'ai éclaté de rire. L'erreur, ce n'était pas d'aller au bar, Jen. L'erreur, c'était de planifier de tromper le seul mec qui ait jamais trouvé ta taille parfaite. L'erreur, c'était de me mentir en face avec la même bouche qui disait à tes copines que tu devais coucher avec un type plus grand juste une fois. L'erreur, c'était de me traiter de pathétique alors que c'est toi qui t'es fait recaler par le basketteur. Bravo, tu as décroché le jackpot des erreurs. Pas de réplique. Juste plus de larmes. À ce stade, même moi je ressens de la gêne par procuration pour ces choix de vie lamentables. Je marche vers la porte et l'ouvre. Rentre chez toi, Jennifer. C'est fini. Et c'est peut-être les chaussures à plateforme, la prochaine fois. Oui, c'était cruel. Mais après tout ça, je me suis dit que j'avais bien mérité de rester debout pour un dernier tir bien placé. Elle se relève en reniflant, s'arrête juste devant moi. Je vais regretter ça pour le reste de ma vie, murmure-t-elle, obligée de lever les yeux vers moi comme toujours. Je hoche la tête. Moi aussi. Mais j'aurais beaucoup plus regretté d'épouser quelqu'un qui mesure l'amour en centimètres. Elle s'en va. Mon frère sort de sa chambre avec un soda à la main. Mec, c'était brutal. Je prends le soda. Pas autant que ce à quoi j'ai failli m'engager. Pour la première fois depuis des semaines, je ressens autre chose que de la trahison. La paix. Dernière mise à jour. Salut encore tout le monde. Eh bien, je pensais que la scène devant la porte de chez mon frère serait la fin de l'histoire. 2 jours après cette crise, je suis au travail, en train d'essayer de me concentrer sur un projet déjà en retard.
Spoiler, voir sa vie entière exploser n'aide pas vraiment la productivité. Et là, je reçois un SMS du père de Jennifer m'invitant à dîner, juste moi, pas Jennifer. Fils, il faut qu'on parle de ce qui se passe. Jennifer ne sera pas là. Juste nous, les adultes, pour régler ça. 19h ce soir. J'ai toujours aimé les parents de Jennifer. Son père est un entrepreneur franc du collier qui m'a appris à changer mon huile et réparer un robinet qui fuit. Sa mère fait la meilleure lasagne que j'ai jamais mangée. Ils m'ont traité comme un membre de la famille pendant 10 ans. Alors, même si tout me crie « piège », je me dis que je leur dois bien une explication, surtout qu'ils ont déjà payé la moitié de la salle. Mon frère me dit que je suis idiot d'y aller. Ils vont juste te culpabiliser pour que tu la reprennes. Il a probablement raison, mais j'ai quand même ce sentiment que je dois le faire. J'arrive chez eux et je sens immédiatement que quelque chose cloche. Trop de voitures dans l'allée. Je reconnais la Honda de Jennifer et le SUV de sa sœur, en plus des véhicules de ses parents. Je suis sur le point de repartir quand son père ouvre la porte avant même que je puisse reculer. Sourire forcé qui n'atteint pas ses yeux. Entre, dit-il en me tapant un peu trop fort sur l'épaule. Je rentre dans le salon et, surprise, c'est une putain d'embuscade. Jennifer est assise sur le canapé, l'air triste et innocente, dans un grand pull qui, je suis quasi sûr, est le mien. Sa mère est à côté avec une boîte de mouchoirs. Sa sœur aînée, Alexis, est là aussi, les bras croisés, me fusillant du regard. « Assieds-toi, fiston », dit son père en désignant la seule chaise placée directement face à leur tribunal familial. Je m'assois, parce qu'à ce stade, que puis-je faire d'autre? M'enfuir en courant? Avec le recul, peut-être que j'aurais dû. Son père attaque tout de suite, Jennifer nous a tout dit. Tu ne penses pas que tu exagères? Toutes les jeunes femmes ont les chocottes avant le mariage. Ah oui, bien sûr. Parce que mentir et essayer de rencontrer un autre homme, c'est juste un petit stress prénuptial normal. Typiquement féminin. Sa mère intervient avant même que je réponde, elle n'a même rien fait. Elle a juste parlé à quelqu'un, et tu veux jeter 10 ans pour ça. Jennifer est là, les yeux rouges et gonflés, l'air toute innocente. J'ai fait une erreur. J'étais juste effrayé à l'idée de me marier si jeune. Je les regarde tous et je dis, elle m'a menti en face, s'est fait belle, et est allée rencontrer un autre homme 3 mois avant notre mariage. Si c'est ça que vous trouvez trivial, alors on n'a clairement pas les mêmes valeurs. Alexis ricane. Littéralement ricane. Oh, s'il te plaît. Comme si toi, t'avais jamais regardé une autre femme. C'est là que j'ai craqué. Normalement, je suis plutôt zen. Demandez à n'importe qui. Mais ce commentaire-là, ça a coupé le dernier fil de ma patience. Écoutez, regardez, c'est normal. Planifier, mentir et aller à un rendez-vous, ça ne l'est pas. Et au passage, votre fille n'est pas juste curieuse à propos des mecs plus grands. Elle a dit clairement à ses amis qu'elle voulait coucher avec l'un d'eux avant le mariage, juste une fois. Ce sont ses mots exacts. Mais oui, bien sûr, c'est moi l'irrationnel dans l'histoire. Silence complet dans la pièce, du genre où on pourrait entendre une mouche voler. Son père regarde Jennifer. C'est vrai? Jennifer se remet à pleurer. Encore une fois, il déforme tout. On était bourrés. C'était juste des discussions entre filles. Je me lève pour partir et sa mère m'attrape par le bras. Elle t'aime. Tout le monde fait des erreurs. Ouais. Ben moi, je ne ferai pas l'erreur d'épouser quelqu'un qui continue à faire son marché, mais merci pour ce charmant dîner de famille. Ça m'a vraiment permis de voir ce qui m'attendait pour les 50 prochaines années. Son père me raccompagne à la porte. Il a l'air soudain fatigué. Écoute. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je connais ma fille. Elle n'est pas parfaite, mais elle t'aime. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et peut-être que vous ne connaissez pas votre fille aussi bien que vous le pensez. Pendant que je marche vers ma voiture, Jennifer sort en courant. C'est ridicule, crie-t-elle. Tu fiches en l'air 10 ans pour un seul commentaire stupide et une seule soirée stupide. Je ne réponds pas. J'en ai fini avec leurs conneries. Le lendemain, la mère de Jennifer appelle ma mère. Oui, elle a carrément mêlé nos mères à ce drama. Apparemment, elle a essayé de me faire passer pour un petit copain contrôlant qui surréagit à de l'innocente anxiété pré-mariage. Heureusement, ma mère a mis fin à ça tout de suite, en disant qu'elle m'avait élevé à connaître ma valeur et à ne pas accepter le manque de respect, même de la part de quelqu'un qu'on aime. 3 mois ont passé depuis. La date du mariage est venue et repartie. J'ai déménagé dans un nouvel appartement avec une vraie sécurité. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport. C'est fou tout le temps libre qu'on a quand on ne prépare pas un mariage avec quelqu'un qui cherche déjà ton remplaçant. La semaine dernière, je prenais un café quand j'ai littéralement bousculé une fille, renversé sa boisson partout, et insisté pour lui en racheter une. On a commencé à discuter. Elle s'appelle Sophia. Elle mesure 1m57, est institutrice en maternelle, et a de grands yeux verts qui me regardent en levant la tête. La voir me regarder comme ça me donne l'impression de mesurer 1m95. Je dois l'avouer, il y a quelque chose chez une fille qui doit lever la tête pour te regarder dans les yeux. Quand je lui ai dit que je fais 1,73 m, elle a ri et dit, c'est la taille parfaite. Plus grand, et j'aurais mal au cou à force de lever les yeux.
On est sorti 2 fois depuis. On prend notre temps, je me remets encore de tout le drama avec Jennifer. Mais Sophia me regarde comme si j'étais exactement ce qu'elle veut, pas un compromis par défaut. Jennifer essaie encore de me contacter parfois, nouveau numéro, faux compte, amis communs. La semaine dernière, elle a même envoyé une lettre chez mes parents disant qu'elle est en thérapie et qu'elle travaille sur ses problèmes. Trop mauvais qu'il n'existe pas de thérapie contre un caractère pourri. J'ai compris que le problème n'était pas ma taille ni rien à propos de moi. C'est que Jennifer n'a jamais vraiment grandi. Elle est restée coincée dans la mentalité du lycée où le basketteur est automatiquement mieux que le mec normal. Sophia, elle, se fiche de ses conneries superficielles. Elle se soucie du fait que je l'écoute, que je me souvienne de sa commande de café, que je la fasse rire. Parfois, je pense à quel point j'ai failli épouser quelqu'un qui me voyait comme l'option sur tout en désirant autre chose. Toutes ces années perdues. Mais ensuite, Sophia m'envoie une blague ou une photo où elle se met sur la pointe des pieds pour paraître plus grande, et je me dis que tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Pour les gars qui s'inquiètent de ne pas être assez grands, voici mon conseil, la bonne femme ne mesurera pas votre valeur avec un putain de mètre ruban. Pendant que mon ex rêvait de joueur de NBA, ma nouvelle copine est trop occupée à apprécier le fait que je l'écoute vraiment et que je ne la traite pas comme un plan B. Incroyable, hein? Au final, avoir une personnalité et traiter les femmes avec respect, ça vaut plus que de pouvoir atteindre l'étagère du haut sans escabeau. Qui l'aurait cru? Donc arrêtez de vous obséder sur les centimètres que vous n'avez pas et travaillez plutôt à ne pas être un parfait connard. Croyez-moi, c'est un meilleur investissement que des chaussures à semelles compensées. Et ne poussez pas trop non plus sur la gonflette, LOL. Et Jennifer? La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, l'entraîneur de basket d'Erek sortait avec un mannequin des 1m83. Apparemment, un M63 n'était pas non plus ce qu'il recherchait. Karma, ma belle. Eddie, waouh, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Merci pour les récompenses et les commentaires de soutien. Pour ceux qui demandent des nouvelles de Sophia, on prend notre temps, mais ça se passe bien. Et non, Jennifer n'a toujours pas lâché l'affaire. Peut-être que je posterai une mise à jour dans quelques mois si quelque chose d'intéressant se passe. Ah, et au gars qui m'a DM en disant « Tu le regretteras quand elle sera passée à autre chose, LOL, mon pote. » Elle a déjà essayé de passer à autre chose et est revenue en rampant. Moi, je vais bien. Je vis ma vie à fond.